Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre sujet empathie et leadership conscient, quand la sensibilité devient une charge invisible. Dans beaucoup de contextes professionnels et même personnels, l'empathie est devenue une valeur affichée, parfois même une injonction. Être à l'écoute, comprendre l'autre, tenir compte de l'humain, sur le papier, c'est incontestable. C'est même devenu un marqueur de maturité professionnelle. Le problème apparaît surtout lorsque l'empathie n'est pas structurée. On observe alors des personnes compétentes, impliquées, conscientes, qui commencent à perdre en clarté à force de vouloir correspondre à l'idée que l'on se fait ou que l'on attend de l'empathie dans un contexte relationnel. Les personnes se perdent non pas parce qu'elles manquent de discernement, mais parce qu'elles portent plus que leur rôle ne le demande réellement. Cet excès d'empathie à tout prix devient presque un jugement de valeur, pour ne pas dire une compétition à qui mieux. Très concrètement, cela se traduit par une fatigue diffuse après des échanges, une hésitation croissante à poser des limites, et avec le temps, un glissement progressif vers le doute de soi, de ses valeurs, pour ne pas dire l'apparition du stress et du doute sur sa légitimité émotionnelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler d'empathie comme d'une qualité morale ou relationnelle. Je vais la traiter comme ce qu'elle est réellement dans le leadership, une compétence stratégique de discernement qui demande un cadre, de la réflexion, de l'analyse, du recul émotionnel, une régulation et une maîtrise de soi. Ce cadre repose sur quelques principes simples, mais rarement enseignés. C'est pourquoi nous allons les aborder ici. Et c'est seulement à cette condition que l'empathie cesse d'épuiser et qu'elle devient une posture claire, stable et soutenable. Ce que l'on observe fréquemment chez les leaders empathiques, c'est une tension silencieuse. D'un côté, une volonté sincère d'être juste, humain et à l'écoute, et de l'autre, une difficulté croissante à poser des limites sans culpabiliser. Cette tension produit des effets très concrets. Les messages deviennent moins affirmés, les décisions sont plus lentes, plus hésitantes, et progressivement la posture d'autorité s'affaiblit, sans que la personne comprenne vraiment pourquoi. Le point clé ici, c'est la confusion. Empathie et faiblesse sont amalgamées, présence et absorption sont confondues. Et pourtant, la psychologie humaniste l'a montré depuis longtemps. Être en empathie ne signifie pas être sans frontières. L'empathie n'est pas un abandon de soi, c'est un acte de clarté. Je ne vais pas me dissoudre dans l'autre pour lui faire plaisir. Et tant que cette distinction n'est pas clairement posée, l'empathie cesse d'être un levier de leadership pour devenir un facteur d'usure. Maintenant que ce cadre est posé, la question n'est plus de savoir s'il faut être empathique, mais comment l'être sans s'épuiser. Et c'est là qu'entrent en jeu quelques principes simples mais déterminants. Le premier principe que nous allons aborder, c'est l'empathie comme discipline, pas comme abandon ni comme un réflexe. Dans beaucoup de contextes professionnels, l'empathie s'active immédiatement. On écoute, on comprend, on accueille, sans filtre, sans temporisation. Ce fonctionnement est souvent valorisé comme une preuve de maturité relationnelle. Pourtant, dans la réalité du terrain, on observe un effet paradoxal. Les travaux en psychologie du travail montrent depuis longtemps que les personnes les plus engagées émotionnellement sont aussi celles qui prennent le plus de décisions sous pression, avec moins de recul. Non pas parce qu'elles sont moins compétentes, mais parce que l'espace de discernement se réduit. Viktor Frankl, dans son ouvrage « Découvrir un sens à sa vie », paru en 1946, le formule de manière très claire.
Il explique que la liberté humaine se situe dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Lorsque cet espace disparaît, il n'y a plus de choix conscient, seulement des automatismes. C'est exactement ce qui se produit lorsque l'empathie fonctionne sans cadre. Le leader perçoit une émotion, une attente, une tension, et il répond immédiatement sans distinguer ce qui relève de l'autre, de la situation ou de sa propre responsabilité. À ce stade, l'empathie ne sert plus la décision, elle la conditionne. Des études menées par le Gallup entre 2010 et 2020 sur l'engagement au travail montrent un point constant. Les collaborateurs ne se sentent pas en sécurité avec des leaders qui absorbent tout, mais plutôt avec des leaders qui offrent un cadre clair, cohérent et prévisible. Autrement dit, ce qui protège réellement les équipes, ce n'est pas l'hyper-empathie, c'est la stabilité de la posture. La discipline empathique consiste donc à réintroduire cet espace de choix, non pas pour fermer, mais pour clarifier. Et c'est ici qu'un entraînement très simple peut déjà faire une différence. Je vous propose un exercice d'application immédiate. Lorsqu'une sollicitation émotionnelle se présente, une demande, une tension, une attente implicite, entraînez-vous à ne pas répondre immédiatement. Introduisez volontairement un délai conscient, voire un silence de réflexion. Cela peut être une phrase très courte. Je vais y réfléchir ou je reviens vers vous. Vous verrez, cet exercice fonctionne pour une raison précise, parce qu'il réintroduit l'espace stimulus-réponse décrit par Frankl. Il empêche l'activation automatique des schémas d'adaptation. Il transforme alors l'empathie en information plutôt qu'en obligation. Et c'est ce délai qui réinstaure la liberté de choix. La décision n'est plus dictée par la réaction, mais par le discernement. À terme, ce micro-ajustement renforce la cohérence de la posture et la crédibilité perçue dans la relation. À partir de là, l'empathie cesse d'être une réaction automatique. Elle devient une fonction de leadership au service de la clarté, de la décision et de la stabilité. Vous gagnez en crédibilité car vous autorisez en confiance à différer la réponse. Vous marquez ainsi votre stabilité en vous engageant dans ce délai de recherche, de réflexion assumée. Je vous mets dans la description de la vidéo le récapitulatif des références introduites ici. On va maintenant aborder le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est la présence corporelle et la régulation du stress. Dans des situations relationnelles exigeantes, ce n'est pas d'abord la pensée qui gouverne la réponse, c'est le corps. Lorsqu'une interaction est perçue comme tendue, ambiguë ou chargée, le système nerveux s'active automatiquement. Le corps se contracte, la respiration s'accélère, la posture se rigidifie ou au contraire, elle s'efface complètement. Cette réaction est biologique, elle n'est pas intentionnelle. Les neurosciences affectives l'ont montré depuis longtemps. Comme nous l'explique Antonio Damasio dans son ouvrage L'erreur de Descartes, qui est paru en 1994, la qualité de nos décisions dépend directement de notre état corporel. Un corps en surcharge émotionnelle limite l'accès à la clarté cognitive. De même que la théorie polyvagale développée dans les années 94, mais plus largement diffusée dans les années 2010, elle nous montre que lorsque le système nerveux reste en état d'alerte, l'individu devient plus réactif, moins disponible au discernement et à la nuance. Et c'est précisément ce que l'on observe chez de nombreux leaders empathiques. Face à une tension relationnelle, le corps anticipe. La réponse devient plus rapide, parfois défensive, parfois évitante, mais rarement pleinement choisie.
La régulation corporelle consiste donc à rétablir une base de sécurité physiologique avant toute prise de décision ou toute prise de parole. Très concrètement, cela passe par des gestes simples mais structurants. Par exemple, un exercice de mise en pratique directe. Ralentissez volontairement votre respiration, en particulier en allongeant l'expiration. Vous activez ainsi votre système parasympathique. Mais pas seulement. S'ancrer physiquement en stabilisant la posture ou en prenant appui sur le sol permet de signaler au corps qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et là encore, un entraînement très simple peut faire la différence immédiate. Avant de répondre dans une situation tendue, prenez une respiration volontairement plus longue à l'expiration qu'à l'inspiration. Puis ancrez-vous au sol en conscience. Inspirez sur 4 temps, vous comptez jusqu'à 4 dans votre tête, et expirez sur 6 temps, vous comptez jusqu'à 6 dans votre tête. Une seule respiration suffit à réguler votre système. Cet exercice fonctionne pour des raisons très précises. L'allongement de l'expiration active le système parasympathique, comme l'a montré la théorie polyvagale et comme on l'a dit il y a quelques instants. Il signale au cerveau qu'il n'y a pas de danger immédiat. Et il restaure l'accès aux fonctions exécutives décrites par Damasio dans les neurosciences, nécessaires à une décision claire, calme et tranquille. Ces pratiques sont largement documentées en psychologie somatique depuis les années 2000. Elles ne visent pas à se détendre, mais à restaurer une capacité de présence. L'ancrage au sol, c'est l'immobilité volontaire qui joue ici un rôle clé. Vous signalez au cerveau reptilien que tout est OK, qu'il n'y a pas besoin de surréagir. La survie n'est pas en jeu ici. Pas besoin de précipiter une réponse. Laissez le corps revenir à un état stable avant d'agir. Ce type de présence a un effet direct sur la posture de leadership. Une présence corporelle calme, régulée, devient lisible pour votre interlocuteur. Elle sécurise et renforce l'autorité perçue. Vous êtes tranquille. Ici encore, l'autorité ne vient pas de la fermeté ou du contrôle, elle vient de votre stabilité. Lorsque le corps est régulé, l'empathie cesse d'être une source de surcharge. L'empathie peut alors être à nouveau mobilisée comme une compétence consciente au service de la décision et de la relation. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le récapitulatif des références qu'on a vues ici. On arrive enfin sur le 3e principe qui lui aussi est déterminant, l'éloquence de l'empathie structurée. Dans le leadership conscient, l'éloquence n'est ni une question de charisme, ni une question de performance verbale. C'est une question de structure du langage. Lorsque l'empathie n'est pas structurée, elle se reflète presque toujours dans la manière de parler. Le discours devient plus long, les phrases se chargent de précautions, les messages se diluent dans des justifications excessives. Ce phénomène est bien documenté en psychologie cognitive et en sciences du langage. Par exemple, dès 1975, le philosophe Paul Gris a formulé ce qu'il a appelé les maximes de coopération, qui décrivent les règles implicites d'une communication crédible et efficace. 2 de ces maximes sont particulièrement éclairantes ici. La première, c'est la maxime de quantité. Elle stipule qu'un message doit contenir autant d'informations nécessaires, mais pas davantage. Or, dans le leadership, on observe souvent l'inverse. Par souci d'empathie, le message se charge de précautions et d'explications superflues. Par exemple, au lieu de dire simplement « Je propose que nous voyions ce point », le discours devient «
Je pense que ce serait peut-être intéressant, si tu es d'accord, qu'on envisage éventuellement de revoir ce point. Dans ce cas, l'excès d'information n'apporte pas de clarté supplémentaire. Il affaiblit la crédibilité de la parole. La seconde est la maxime de pertinence. Elle indique que chaque élément du discours doit être directement utile à la situation et à la décision. Là encore, l'empathie mal structurée conduit souvent à ajouter des éléments émotionnels ou contextuels qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, dans cette phrase surchargée. Je comprends que ce soit compliqué pour toi en ce moment avec tout ce que tu vis et je voulais préciser que ce n'est pas contre toi que. Alors qu'une formulation pertinente serait simplement « ce point doit être ajusté, nous allons en reparler ». Dans les deux cas, le message n'est pas moins humain, il est simplement plus clair. C'est exactement ce qu'on observe chez de nombreux leaders empathiques. Par souci de nuance, de respect ou d'humanité, le message est surexplicité. Mais en réalité, ce surplus de langage affaiblit la portée de la parole. Voici d'autres exemples à travers les travaux de John Austin dès 1962, puis de ceux de John Searle dans les années 70, qui ont montré que le langage n'est pas seulement descriptif, il est performatif. Il produit des effets concrets dans la relation. Par exemple, lorsqu'un leader dit « Je pense que peut-être on pourrait envisager de faire autrement ». Il ne transmet pas seulement une idée, il transmet une hésitation. À l'inverse, lorsqu'il dit « Nous allons procéder autrement », la parole produit immédiatement un effet de cadre et de direction. Une parole hésitante ne transmet donc pas seulement un contenu, elle transmet une posture. La psychologie contemporaine va dans le même sens. Albert Moukébert, docteur en neurosciences, rappelle dans son ouvrage Neuromania, paru en 2018, que le cerveau humain utilise des raccourcis cognitifs pour évaluer la crédibilité d'un message. La clarté, la concision et la cohérence comptent davantage que la richesse du contenu. Ainsi, une empathie mal structurée génère souvent un langage trop dense, trop nuancé, trop explicatif. Non pas par manque de compétences, mais par excès de considération. L'éloquence empathique repose alors sur un principe fondamental. Dire moins, mais dire juste. Et là encore, un entraînement très simple permet d'incarner cette clarté. Faites ceci. Prenez une situation récente dans laquelle vous avez beaucoup expliqué. Reformulez votre message en une seule phrase courte, sans justification supplémentaire. Puis arrêtez-vous et observez. Cet exercice fonctionne pour des raisons très précises. Il respecte les maximes de Grice. Pertinence, économie, clarté. Il réduit la surcharge cognitive chez l'interlocuteur et il évite le biais de surexplication décrit par Moukébert. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est un espace de stabilisation du message. Ce type de langage n'appauvrit pas la relation, il la stabilise. Une parole claire, régulée, structurée devient un point d'appui. Elle permet à l'empathie de rester présente sans prendre toute la place. À ce stade, l'éloquence n'est plus un outil de persuasion. Elle devient une extension naturelle de la posture du leadership. Je vous transmets dans le descriptif de la vidéo le récapitulatif des références qu'on a introduites pour ce troisième principe. Donc en résumé, les exercices proposés peuvent paraître vraiment simples. Leur efficacité tient précisément au fait qu'ils sont simples. Ils agissent sur la structure,
pas sur l'intensité. Discipline de la réponse, régulation du corps, clarté du langage. Ce sont ces ajustements répétés qui transforment l'empathie en compétence de leadership durable. Et enfin, l'essentiel de cette vidéo tiendrait ainsi. L'empathie n'est pas un problème à résoudre. Ce qui pose difficulté, c'est l'absence de structure autour de son usage. Lorsqu'elle est disciplinée dans la réponse, régulée dans le corps et exprimée avec clarté dans le langage, l'empathie cesse d'épuiser. Elle devient une boussole de discernement. Elle ne vous demande pas d'en faire plus. Elle vous invite à être plus juste. Le leadership conscient ne se construit pas dans l'intensité émotionnelle, mais dans une série d'ajustements discrets, répétés et cohérents. C'est pour cela que je vous propose une chose très simple. Au cours des prochains jours, choisissez une seule situation. Introduisez un délai de réponse. Stabilisez votre respiration avant de parler. Formulez votre message en une phrase, claire et sans justification. Observez ce qui change dans votre posture, dans la relation, dans la qualité de décision. Le leadership conscient ne se décrète pas, il s'incarne pas à pas. Et c'est souvent dans ces micro-déplacements que la grande justesse apparaît. Si ce travail vous parle, vous pouvez partager en commentaire le principe que vous avez choisi d'explorer en premier. Et si ce type de contenu vous est utile et vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu sous la vidéo. Cela me permet de savoir ce qui résonne pour vous et de poursuivre ce travail. Je vous laisse avec ça et je vous dis à une prochaine étape de transformation.